Nous allons pouvoir donc commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes très heureuses voilà, d'accueillir aujourd'hui ce soir Christelle Tarot. Et avant de la présenter rapidement, je vais laisser Manuel Martini dire un mot d'accueil au nom du pôle genre de l'Université Lyon 2, puisque c'est le pôle genre et la MSH du pôle universitaire Lyon-Saint-Étienne qui co-accueille avec grande joie Christelle Tarot ce soir. Merci beaucoup d'abord d'avoir organisé cette rencontre avec Christelle Tarot, Bernice Samidi et Gaël Marty. Pourquoi? Parce que ça se situe, cet événement, dans le prolongement en fait d'une autre activité importante que le pôle a soutenue, c'est-à-dire les colloques repères. Et moi, je l'entends un peu aussi comme une série en fait d'initiatives que le pôle genre du coup soutient. Et donc juste pour présenter en deux mots vraiment le pôle, il s'agit d'un pôle transversal que l'Université de Lyon 2 a mis en place depuis 2019, qui est coordonné par Corinne Rostin et moi-même, donc une sociologue, une historienne, et le but est de réunir même quasiment 70 chercheurs et chercheuses qui s'intéressent aux questions de genre. Donc, vous voyez, en sciences humaines et sociales, c'est un pôle qui, justement, nous a surpris par son ampleur. Nous pensions que nous étions nombreuses, mais voilà, c'est en réalité, et du coup, la conséquence de ces constats, c'est que nous nous réunissons et nous faisons aussi des activités pour valoriser la recherche, Lyon 2, bien évidemment, mais aussi nous soutenons des initiatives sur des thématiques émergentes ou des thématiques qui nous semblent centrales pour penser les questions des genres et d'autant plus donc aujourd'hui parce que vous avez vu avec ces livres, donc les titres, donc très Bienvenue à Féminicide, une histoire mondiale, donc nous abordons ces questions aussi d'un point de vue spatial très élargi et cela nous amène évidemment à approfondir tout un série de questions que si je mets ma casquette d'historienne, nous sommes aussi en train d'étudier à Lyon et avec des thèses, des doctorats notamment et des recherches donc, qui portent précisément sur les violences faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc, pas évidemment en parler moi-même, mais juste pour insister sur le fait que nous sommes dans une phase propice, et je pense que c'est ça, en fait, ce qu'il faut soutenir. L'encouragement est plein et entier vis-à-vis de ce genre d'initiatives qui font du bien à notre collectivité, communauté historienne, et sociologues, etc., à sciences humaines et sociales, mais aussi à la société dans laquelle nous vivons. Merci. Donc nous allons dire un petit mot d'introduction, Gaël Marty et moi, donc qui portons effectivement ce projet RIPER et qui sommes aussi deux des quatre coordinatrices de l'axe genre de la MSH Lyon-Saint-Étienne. Et donc effectivement, on est très heureuse d'inviter Christelle Tarot aujourd'hui, parce qu'elle est historienne et féministe, et aussi parce qu'elle est historienne féministe, et que ses travaux interrogent aussi la façon dont on écrit, réécrit peut-être aussi, transforme l'écriture de l'histoire, parce qu'on a cette préoccupation féministe chevillée au corps et au cerveau. Elle a évidemment eu déjà plusieurs contributions majeures à l'histoire du Maghreb, à l'histoire du genre et des sexualités en contexte colonial. Et une autre particularité forte et révélatrice aussi de l'ampleur et de la portée des travaux féministes tient à la façon dont elle articule des travaux individuels. Donc elle est autrice d'ouvrages en son nom propre, mais aussi elle participe à des ouvrages collectifs qui font date, qu'elle les coordonne seule ou qu'elle les coordonne à plusieurs, comme ça avait été le cas de Sexe, Race et Colonie, un ouvrage qui d'ailleurs a aussi eu un succès et un retentissement médiatique, qui a aussi été partie prenante d'un débat intellectuel, d'un débat scientifique, d'un débat politique,
Et c'est le cas aujourd'hui donc de cet autre ouvrage ample et voilà, imposant, dont on conseille évidemment très fortement la lecture. Féminicide, une histoire mondiale, un ouvrage qu'elle a cette fois donc coordonné seule, mais pas du tout seule, puisqu'on verra aussi ce que ça veut dire. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que de coordonner une histoire depuis un point de vue méthodologique aussi, à la fois intellectuel et humain, féministe. Donc cet ouvrage qui est une traversée immense et qui est aussi la constitution d'un objet de recherche et d'un objet de débat, d'un concept historien, mais aussi d'un concept qui veut agir pour transformer le droit. Et ça fait aussi partie de cette recherche citoyenne, de cette recherche engagée qui assume un point de vue de transformation aussi, de regard critique sur la société, de transformation de la société. Donc voilà, ça fait partie de toutes les raisons pour lesquelles nous sommes tellement heureuses de vous accueillir ce soir. Merci beaucoup de l'invitation, déjà. Très contente d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. C'est la base, Malgré le sujet. malgré le sujet qui n'est évidemment pas très drôle. Donc, je commence? Ouais. Ok. Donc, je commence par quoi? Peut-être par L'objet livre. l'objet livre, voilà, effectivement, cette traversée, et puis comment vous l'avez préparée, cette traversée, comment vous avez préparé le voyage. Alors, c'est un projet difficile, vous l'imaginez bien, que je n'ai pas généré moi-même. C'est-à-dire que c'est assez rare en fait dans la vie d'une chercheuse ou d'un chercheur, mais en fait, il se trouve que la présidente des éditions La Découverte m'a amené ce projet en 2019 et m'a demandé si j'accepterais de travailler, voilà, dans l'absolu, sur une histoire mondiale des féminicides. Et j'étais bien embêtée en fait de répondre oui ou non dans un premier temps, parce que bien sûr, on ne peut pas dire non à un projet comme ça, donc c'est évident que oui, on va le faire, mais avant de pouvoir dire si on va le faire, il faut savoir si c'est faisable, évidemment. Et pour savoir si c'est faisable, faut poser un certain nombre de jalons antérieurement, si j'ose dire. Donc, on a commencé par avoir une discussion qui était en même temps méthodologique et épistémologique pour savoir voilà, qu'est-ce que je voulais impulser dans cette histoire mondiale des féminicides, si tant est qu'elle était faisable. Parce que, en réalité, personne, nulle part dans le monde, n'a fait ce travail. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, sur certains pays, sur certaines parties du monde, en particulier en Amérique centrale et en Amérique latine, où les chercheuses féministes ont beaucoup défriché cette question depuis fort longtemps, bien plus longtemps que nous d'ailleurs, au passage. Donc, on sait que certaines parties du monde sont bien couvertes par un certain nombre d'études qui sont extrêmement puissantes, très riches, très intéressantes, mais aussi très puissantes en termes de contenu. Donc, évidemment qu'on savait que certaines parties du monde, par exemple le continent américain, en particulier sud-américain, étaient bien couverts. Mais une histoire mondiale, ça veut dire faire la même chose sur 5 continents. Et il n'y avait pas, en fait, d'ouvrage de synthèse d'aucune sorte de cette ampleur. Et je parle ici simplement d'histoire contemporaine qui toucherait 5 continents. Je n'imagine même pas encore l'idée que on ne va pas seulement s'attacher à l'histoire qui nous occupe, hein, c'est-à-dire l'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale, disons, un peu partout dans le monde, mais remonter si loin dans le temps, donc jusque à la préhistoire et en particulier la période la plus ancienne de la préhistoire qui est le paléolithique. Donc je lui dis, écoute, le projet est évidemment super, je pense que c'est clair que je ne peux pas dire non à un projet comme ça, en particulier du fait de ma trajectoire, qui est d'abord, je le précise, une trajectoire féministe. L'histoire, c'est venu après. J'ai d'abord commencé par être féministe depuis fort longtemps, depuis toujours, je pense. Et ensuite, je suis devenue historienne. Mais c'est pas, voilà, c'est pas dans l'autre sens que ça s'est fait. Donc, évidemment que je sais qu'il y a une urgence à faire un livre comme ça, mais encore une fois, est-il possible de le réaliser? Et donc, avant même d'aller travailler les sources, si j'ose dire,
la première chose à faire, c'est de s'entendre sur qu'est-ce qu'on va faire comme type de livre. Et moi, j'avais plusieurs choses qui me tenaient vraiment à cœur. D'abord, je voulais bien faire une histoire mondiale, mais je voulais pas faire cette histoire à partir du monde occidental. C'est très important, en fait. Rien que de poser ça, déjà, c'est parce qu'il y a beaucoup d'histoires mondiales, mais qui sont faites. C'est pas des histoires mondiales au sens où euh, c'est pas des histoires mondiales pour moi, parce que c'est des histoires mondiales qui sont faites à partir des universités européennes ou occidentales. Donc, c'est une histoire mondiale à partir des universités européennes ou occidentales. C'est donc pas une histoire mondiale. Donc, ça nécessitait déjà un a priori de base qui consistait à dire il va falloir faire une très large place aux chercheuses, et en particulier aux chercheuses féministes du monde majoritaire, de ce que j'appelle le monde majoritaire, parce que je refuse systématiquement d'employer des expressions du type monde en voie de développement, monde sous-développé, monde, je sais pas quoi, non civilisé, etc., etc. Ça, bon, impossible. Donc ça, c'est évidemment un point de vue qui est un point de vue politique, hein, de dire si cette histoire se fait, elle doit se faire à part égale avec des chercheuses du monde majoritaire et des chercheuses du monde minoritaire. Donc, étant entendu qu'il fallait s'assurer qu'il y avait suffisamment de chercheuses dans le monde majoritaire pour nourrir évidemment ce projet. Heureusement, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formidables chercheuses dans le monde majoritaire. Donc, ce problème a été assez vite résolu. Deuxième point de vue, en ce qui concerne les chercheurs et les chercheuses du monde minoritaire, donc le nôtre, j'avais le désir de mettre en avant des travaux hétérodoxes. C'est-à-dire que je n'avais pas envie juste de me dire, voilà, je prends le grand spécialiste ou la grande spécialiste des chasses aux sorcières en France, et puis voilà. Et puis je vais mettre les gens les plus connus dans tous les domaines, et puis ça fera bien une histoire mondiale, quoi. Bon, non. L'idée, c'était d'arriver à sélectionner sur tous les continents les gens qui proposent des entrées dans cette question des féminicides d'une manière qui est très offensive, radicale. Parce que l'idée, c'est de produire un livre qui, encore une fois, n'est pas seulement un état des lieux des savoirs, dans leur diversité. D'ailleurs, je vais expliquer pourquoi ce n'est donc pas seulement un livre scientifique, nécessairement, mais d'avoir un livre qui est un livre manifeste dont l'objectif est de participer à une transformation radicale de notre monde commun. Ce qui n'est pas exactement le même projet, évidemment, que de simplement collecter des travaux formidables de gens formidables un peu partout dans le monde. Ça nécessitait aussi de trouver des profils de chercheurs et de chercheuses, en particulier de chercheuses, je dois le dire, vraiment très atypiques. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, j'aurai peut-être l'occasion de rentrer dans les détails plus tard, que j'ai décidé que la partie 1 sur les chasses aux sorcières serait introduite par Silvia Federici, qui n'est pas une historienne, qui n'est pas une spécialiste a priori des chasses aux sorcières, ce qui est contre-intuitif. D'une certaine manière, on s'attend à trouver un grand nom, pas forcément français d'ailleurs, hein, mais pour moi, c'était important, par exemple, que quelqu'un comme Silvia Federici soit dans le livre, parce que, pour moi, elle ouvre des perspectives de recherche sidérales. Enfin, vraiment, vraiment on a la possibilité, grâce à elle, de revoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'était le deuxième postulat de départ. Et puis après, très vite, je me rends compte que ça ne peut pas être seulement un livre scientifique, parce que c'est pas suffisant. Il faut convoquer toutes les expertises qui nous permettent d'analyser au mieux ce qui constitue le crime de féminicide. Et ça nécessite donc de faire appel, bien évidemment, à des chercheuses évidemment, mais aussi à des militantes, parce que voilà, la première zone de front, ce sont les militantes en fait qui sont face à la violence la plus quotidienne et la plus réelle, et que leur expertise est une expertise fondamentale, et qu'on ne doit pas s'en priver parce qu'elle nous aide à mieux comprendre beaucoup de choses. Et donc, il me semblait très, très, très important que les activistes et les militantes soient au cœur du dispositif.
et aussi parce que moi, je suis une militante. Et donc, je ne fais pas en fait de différence entre le moi militant et le moi chercheuse. C'est pour moi exactement la même chose. Parce que comme je l'ai dit, j'ai fait de l'histoire parce que j'avais conscience qu'il y avait un gros problème dans ma société. Et pas seulement du point de vue des femmes. Mais bon, il faut cantonner notre récit. Donc aujourd'hui, ce sera sur les femmes que nous allons nous arrêter. Donc voilà, donc des activistes évidemment, des artistes bien sûr, sachant que là aussi l'idée c'est de pas seulement inviter des artistes pour illustrer les propos des autres. Parce que pour moi, l'art est un langage en soi, un langage à part, et que bien sûr, juste mettre une peinture pour illustrer l'article de quelqu'un d'autre n'a aucun sens, selon moi. Donc c'était très important de faire toute leur place aux artistes, en particulier aux femmes artistes qui quand même été assez maltraitées dans l'histoire de l'art. Qu'elles soient d'ailleurs ultra connues, comme par exemple Kara Walker, je ne sais pas si vous connaissez Kara Walker, mais qui est une très grande plasticienne africaine-américaine qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'esclavage aux États-Unis et qui a immédiatement adhéré au projet. Rebecca Belmore, qui est une artiste native canadienne, ou évidemment des artistes beaucoup moins connus, voilà, mais dont le travail, je pense par exemple au travail de Camille Garby, qui a fait un formidable boulot sur les armes utilisées par les féminicidaires lors des assassinats de femmes. Donc plutôt que de se pencher sur les femmes, elle a fait toute une série sur ce qu'elle appelle entre guillemets les preuves d'amour, qui sont en fait les armes utilisées par les hommes féminicidaires pour tuer leurs compagnes ou des femmes de leur famille, puisque le féminicide intime est en fait beaucoup plus étendu que le simple fait pour un homme de tuer sa compagne ou son ex-compagne. Voilà, donc la discussion artistique était évidemment très importante. Bonsoir. De rien, vous êtes bienvenue. La dimension journalistique aussi, parce que les journalistes qui sont beaucoup décriés font quand même parfois un boulot formidable pour exhumer des scandales concernant les féminicides. Et je pensais tout particulièrement aux femmes journalistes au Mexique qui ont payé un prix très lourd en fait au combat qu'elles mènent évidemment contre la nécropolitique qui gangrène le pays depuis des temps extrêmement anciens malheureusement. Et puis enfin, l'expertise des victimes elles-mêmes. Alors parfois, lorsque ces victimes survivent, bien évidemment, parce qu'il y a des survivantes, et puis lorsque, évidemment, elles sont mortes et qu'elles n'ont pas pu témoigner avant, et ben, parfois leurs proches, parce que il ne faut pas oublier que le féminicide, il y a une victime primaire et puis il y a des co-victimes et que ces co-victimes, elles sont extrêmement étendues, parce que les co-victimes, bah, c'est parfois les enfants, bien sûr, qui assistent au meurtre de leur mère, par exemple, ou évidemment au meurtre de leur mère, mais ça peut être aussi les parents, les amis, et de manière générale, l'ensemble de la sociabilité de la femme qui est tuée. Et ça a un impact, en fait. Donc en réalité, quand on tue quelqu'un, ça évidemment qu'il y a des co-victimes par cercle concentrique, et que ces co-victimes, elles ont quelque chose à dire en fait sur la manière dont les choses se sont passées, en particulier pour les féminicides intimes, lorsque la femme qui est exécutée, car il s'agit d'une exécution, a à plusieurs reprises porté plainte et que bien sûr elle n'a reçu aucune protection de la société dans laquelle elle vit et des institutions qui sont supposées assurer sa sécurité. Donc il y a évidemment des membres de la famille, à quelque degré que ce soit, qui ont des choses à dire là-dessus. Donc voilà, donc tout ça devait être pris en compte. Et puis après, c'est quand même un objet éditorial totalement fou, parce qu'il y a en même temps des articles. Je voulais qu'il y ait des articles de pointe, donc des articles qui sont produits par la recherche la plus novatrice. Mais je voulais aussi remettre à l'honneur des travaux qui pouvaient être plus anciens
et qui avaient eu soit une répercussion très importante au moment de leur sortie, mais qui ont été complètement oubliées, ce qui arrive assez souvent, soit qui n'ont eu aucune répercussion d'aucune sorte au moment où ils ont été produits, soit qui ont eu une répercussion très importante, mais dans une autre sphère linguistique et civilisationnelle, et qui n'ont pas été traduits, et qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Et je signale que, par exemple, le livre majeur du chant, qui est le livre de Diana Russell et Jill Radford, n'est toujours pas traduit en français, par exemple, alors que c'est un livre qui a été publié au début des années 90. Hein, donc ça montre qu'il y a un retard très important, en fait, dans la prise en compte en France de ces études. Et donc, je me suis dit que ce serait quand même assez intéressant de faire ce gros travail de traduction, puisque à l'origine, 60% du livre est en langue anglaise ou en langue espagnole, mais essentiellement en langue anglaise. Et que donc, nous avons passé beaucoup de temps, en fait, à traduire, évidemment, ces articles pour les rendre accessibles pour les gens, voilà, qui ne parlent pas forcément anglais ou espagnol. Voilà. Donc ça a été évidemment un travail très important. Donc ça, c'est les postulats de base, donc on s'entend déjà là-dessus, puis après je vais travailler 6 mois. Je lis tous azimuts, et plus je lis, plus je me rends compte du désastre. En fait, le truc fou, c'est que je suis féministe au moins depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours travaillé sur cette question-là, j'ai lu des milliards de trucs, et je me rends compte, en fait, que je suis totalement passée à côté de l'ampleur du désastre. Et je suis totalement passée à côté de l'ampleur du désastre pour une raison très simple, c'est que la violence dirigée contre les femmes est la violence la plus banalisée, y compris par nous. Et nous sommes acclimatés, en fait, à la supporter. Et tout notre habitus culturel est saturé, en fait, de violence contre les femmes. Vous ouvrez le moindre journal, vous regardez le moindre film, vous lisez le moindre roman policier, vous jouez sur un jeu vidéo, vous allez sortir, regarder une pub dans le métro, vous entrez en interaction dans la rue, et en fait, vous voyez que cette violence, elle est partout. Donc déjà, premier choc, quoi. Et puis, en fait, je fais ce que font tous les chercheurs. Je commence à lire en histoire et puis en histoire contemporaine, parce que je suis 19e, historienne et 19e, donc je commence à lire dans ma discipline et puis dans ma période chronologique. Puis au fur et à mesure, je commence par reculer en histoire. Donc, je reste dans ma discipline, mais je recule dans l'histoire. Et puis je me dis, non, mais en fait, je ne peux pas lire seulement des historiens et des historiennes, parce que ça ne va pas du tout, quoi. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point nos disciplines, elles sont travaillées par la masculinité hégémonique. Donc, pour arriver à faire des croisements fructueux, il ne faut pas du tout rester dans sa discipline, ce qui est là aussi contre-intuitif en France. Évidemment, voilà, vous rentrez à l'université, vous rentrez en religion d'une certaine manière, quoi. Voilà. Moi, quand je suis arrivée à la fac d'histoire, j'ai fait que de l'histoire. J'ai mangé de l'histoire du matin au soir. Et même, je cauchemardais en histoire, je pense, la nuit. C'était bon. Donc, mais en même temps, on se rend compte assez vite que nos disciplines sont le produit, en fait, d'une construction idéologique, scientifique, qui ne remet pas en cause la masculinité hégémonique. Donc, du coup, je me dis, il faut lire dans d'autres disciplines. Et là, c'est toujours très dangereux, hein, quand on se met à voilà, errer sur des terres qui ne sont pas les siennes. Et puis, on vous attend au tournant, évidemment, bien sûr. Mais peu importe, donc anthropologie, sociologie, voilà. Donc, voilà, je commence à tapisser très largement. Et je reviens au bout de 6 mois de lecture avec un projet qui n'est pas du tout la commande d'origine, puisque la commande d'origine, en fait, c'était de faire une histoire mondiale des féminicides contemporaines. Et en fait, je décide finalement qu'on va faire une histoire mondiale des féminicides sur les 5 continents, de la préhistoire à nos jours. Parce que, en fait, c'est là que ça commence. La racine, c'est la préhistoire. Et pour activer, en fait, ce projet qui est quand même complètement fou, il faut bien le dire, on travaille et je décide qu'il faut créer un nouvel outil de compréhension, d'analyse et de compréhension de cela, parce que les outils à disposition ne me semblent pas suffisamment pertinents. Je vais m'en expliquer. Mais qu'est-ce qu'on a comme outil? On a le concept de fémicide, le concept de féminicide.
On a le continuum de violence sexuelle, puis le continuum de violence de genre. Mais que, en tout cas pour les deux premiers, fémicide et féminicide, ce sont des concepts qui permettent d'éclairer, d'analyser les conséquences de la violence, mais pas les causes. Or, si on veut agir efficacement sur les conséquences, il faut comprendre les causes. Et donc, il faut forger un nouvel outil qui sera donc ce fameux continuum féminicidaire que je mets quand même quelque temps en fait à articuler en croisant en fait voilà, plusieurs concepts de la théorie féministe euh, et en ayant bien conscience que c'est par le continuum féminicidaire qu'il faut rentrer avec l'idée de faire une démonstration par empilement. C'est-à-dire que le continuum féminicidaire, personne ne sait ce que c'est, évidemment, ça n'existe pas encore. C'est un mot très bizarre. Moi, je voulais que ce soit sur la couverture du livre. Mon éditrice m'a dit certainement pas. Je dis pourquoi. Elle me dit déjà, déjà un livre de 1000 pages, c'est l'horreur. Si en plus tu mets continuum féminicidaire sur la couverture, c'est pas possible. Je dis pourtant c'est bien ça dont il s'agit, quoi. Et donc voilà, donc une démonstration par empilement dont l'objectif est de constituer des strates explicatives de violence qui sont pensées dans un flux, dans une dynamique, avec l'idée en fait que tout est lié, en fait. Que tout ce qui articule le continuum féministère est lié et que le point d'acmé de la violence, c'est la violence létale, c'est-à-dire le fait d'exécuter une femme, mais que pour arriver à l'exécution, en fait, on passe par toute une série d'étapes qui, en général, ne sont pas connectées les unes aux autres. Et donc, le continuum féminicidaire permet, en fait, d'éclairer cette dynamique et ce flux de violence. Et après, on empile, en fait, 8 niveaux. Et lorsqu'on a terminé la lecture in extenso, on voit très bien ce que c'est le continuum féminicidaire. Donc, on a un premier empilement qui est la strate de la préhistoire, donc du paléolithique au néolithique, puis aux sociétés proto-historiques. Et puis, une seconde partie sur les chasses aux sorcières. Une troisième partie sur l'esclavage et la colonisation comme féminicide. Une troisième partie sur les meurtres individuels et les assassinats de masse. Une quatrième partie sur masculinisme et féminicide. Une cinquième partie sur les féminicides au sein des génocides. Ce qui d'ailleurs ramène aux chasses aux sorcières. On aura peut-être l'occasion d'en parler ensuite. Une sixième partie sur les annihilations, ce que j'appelle les annihilations identitaires. Et puis la dernière partie sur tuer les filles, les marchandiser, les exploiter, les marchandiser. Voilà. Et qui se termine en fait, la septième partie se termine sur l'esclavage sexuel et matrimonial dans lequel sont engagées, bien contre leur gré d'ailleurs, un certain nombre de femmes Rohingyas, par exemple. Donc ça se termine, ça commence avec les féticides de masse en Asie, en Inde, et puis la politique d'infanticide étatisé en Chine notamment, et ça se termine avec le marchandage voilà, des femmes Rohingyas aujourd'hui. Voilà, donc c'est voilà, comment le livre est construit. Pourquoi est-ce qu'il est construit comme ça? Parce que c'est un livre qui n'est pas seulement scientifique, comme je l'ai dit, la dimension politique est essentielle. Il s'agit d'un travail de transformation de la société. Il faut changer de paradigme totalement. Et pour changer de paradigme, faut regarder différemment. Et j'ai aussi voulu que de très grandes voix structurent l'entrée, de très grandes voix du monde majoritaire structurent l'entrée et la sortie du livre. Donc, la première introduction, c'est moi qui l'ai fait, évidemment, puisque j'explique tout ça, quoi. Enfin, non, d'ailleurs, j'explique pas tout ça, mais enfin, bref, c'est moi qui fais la première. Mais la deuxième est faite par une très grande chercheuse historienne et féministe tunisienne qui s'appelle Dalanda Larguesh, que j'aime beaucoup. Et les deux conclusions sont respectivement faites par Rita Laura Segato, qui est probablement l'une des plus grandes voix féministes, c'est une très grande anthropologue, une des plus grandes voix féministes
latino-américaine, donc argentine, mais qui vit et travaille l'essentiel du temps au Brésil. Et puis Aminata Dramane Traoré, qui est une très grande écrivaine et militante malienne. Et toutes les deux, elles regardent cette question des féminicides très différemment, en fait, parce qu'elles ne le regardent pas du tout de la même situation, y compris de la même situation féministe. En Argentine et au Brésil, il y a d'immenses, évidemment, mouvements féministes. Au Mali, beaucoup moins, même s'il y en a quand même. Voilà, donc c'est des approches différentes, mais c'est formidable, en fait, d'avoir toute cette diversité qui s'exprime voilà, à l'intérieur de ce livre, qui est encore une fois une aventure totalement folle. Et j'ajoute que le dernier point important, c'est que pour moi, et ça aussi c'est très politique, ce livre c'était une expérience sorore. J'entends par là que il faut mettre ses principes en action. C'est bien d'avoir des principes, c'est bien de les revendiquer, mais c'est encore mieux de les mettre en action. Et donc, parler de sororité, c'est bien, réaliser la sororité, c'est mieux. Et donc, ce livre est pensé comme ça. C'est-à-dire, il est pensé comme un très grand espace de sororité, de partage, de horizontal, bien évidemment. Et ça, c'était aussi évidemment un point de vue très important. Donc voilà à peu près comment le truc se met en branle. Puis après, il faut travailler, quoi, parce que c'est 4 ans de travail, 4 ans de travail en enfer, il faut bien le dire, en enfer. Parce que de quelque manière que vous prenez la chose, elle est abominable. Donc c'est une traversée très difficile, mais je souligne immédiatement que ce n'est ni un livre victimaire, ni un livre misérabiliste, parce que nous ne sommes pas des victimes. Et ça, c'est très important de le préciser. Nous ne sommes pas des victimes absolues et définitives, évidemment. Et donc, c'est aussi un livre soror, parce que c'est un livre qui a posé au cœur du dispositif la résistance des femmes. Et quand je dis la résistance des femmes, j'entends, je le précise immédiatement, parce que je ne le dis pas systématiquement, parce que c'est vraiment lourdingue d'un point de vue formel de le dire. Donc, mais je veux que ce soit bien clair que quand je parle des femmes, pour moi, c'est évident que c'est les femmes cisgenres et transgenres. Voilà, donc je ne le dis pas systématiquement parce que si à chaque fois je dis attaque contre les femmes cisgenres et transgenres, ça me prend beaucoup de temps, mais pour moi c'est une évidence que le débat qui agite en ce moment le milieu féministe sur ces questions d'opposer les femmes cisgenres aux femmes transgenres est juste insupportable. Donc il est tout à fait évident que lorsque je parle des femmes, j'entends toutes les personnes qui se revendiquent en tant que femmes. Et qui sont évidemment l'objet de ce travail. Et d'ailleurs, je signale aussi que la transphobie et les meurtres transphobes sont traités dans le livre, dans la partie 5 sur les génocides. Donc la question est prise très au sérieux, évidemment. Alors, merci tout d'abord pour ces premières paroles qui montrent aussi la place que vous avez réservée au savoir et de l'expérience, qui n'est pas si fréquent dans nos ouvrages voilà, qui sont à mi-chemin. Et en effet, celui-là est très hybride de ce point de vue-là. Et c'est vraiment bien, c'est vivifiant en tout cas d'avoir ces autres croisements de regards. Et puis aussi pour cet appel à croiser les disciplines et à franchir les silos disciplinaires. Alors, je pense qu'on dit toujours ça aux étudiants, il ne faut pas rester cloisonné dans sa discipline. Mais en réalité, là, c'est vraiment toute une démarche d'ensemble qui montre que on franchit vraiment ces cloisonnements méthodologiques et tous ces savoirs qu'on a incorporés et cette manière de voir les phénomènes par le prisme de nos disciplines. Et ça, c'est vraiment flagrant quand on lit votre ouvrage. Peut-être, puisqu'on a parlé de l'objet livre, on a un tout petit peu commencé à parler de l'objet du livre, peut-être qu'on va revenir sur cette notion qui est au centre de continuum féminicidaire, et peut-être que vous expliquiez ce qu'il permet d'apporter. Vous avez mentionné très rapidement le passage du féminicide au féminicide, peut-être revenir sur ces décrochages dans le raisonnement, et puis montrer aussi, essayer peut-être d'expliquer ce qu'il permet, le continuum féminicidaire, ce qu'il permet d'englober, qui n'était pas saisissable avant de mettre l'accent là-dessus. Oui.
Alors, je vais faire tout ça, mais j'ai oublié quelque chose de très important. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était important pour moi l'équilibre entre chercheuses du monde majoritaire et chercheuses du monde minoritaire. Et quand je disais que je voulais aussi privilégier des voix hétérodoxes chez nous, j'ai parlé j'ai parlé essentiellement de perspectives voilà, académico-politiques en évoquant la trajectoire juste incroyable de Silvia Federici. Mais je voulais dire aussi que pour moi, c'est très important de comprendre que les sciences humaines sont humaines comme nous, que ce sont des organismes vivants et que nous sommes situés. Et que le fait d'être situé, ça sous-entend que nous arrivons avec nos forces et nos faiblesses. Et que, évidemment, nos forces, c'est pas mal, nos faiblesses, c'est moins bien. Et pour contrecarrer nos faiblesses, c'est bien de laisser, la parole très largement aux gens, et en particulier aux femmes qui subissent des discriminations. C'est pour ça que, pour moi, c'était évidemment très important dans le livre qu'il y ait des femmes qui sont en général silenciées dans nos sociétés et dont la parole est systématiquement délégitimée. Parmi les catégories de femmes qui me semblent être le plus symbolique de ça, c'est pas moi, vous l'avez compris, c'est notamment bien sûr les femmes racisées, mais pas seulement, c'est aussi les femmes en situation de handicap, par exemple. Ça, c'est une grande question. On vit quand même dans des sociétés de valides et on ne se rend pas compte à quel point le validisme est une violence inouïe. Et donc, dans la partie 6, il y a tout un pan en fait, de la partie qui est structurée au travers du travail de chercheuses et d'artistes en situation de handicap. Et puis, une autre catégorie aussi, évidemment, qui est extrêmement silenciée et délégitimée, ce sont les travailleuses du sexe. Alors, moi, je suis historienne de la prostitution à la base, et je ne veux pas faire un débat philosophique sur la prostitution, c'est bien, c'est pas bien. D'une certaine manière, c'est pas le débat, et c'est pas ça que j'ai envie de projeter dans le livre. Mais voilà, il y avait vraiment il y avait une volonté en fait de faire une place très importante à des chercheuses qui souvent n'ont pas la place que j'estime qu'elles devraient avoir. Voilà, donc ça fait aussi partie des choses que je voulais absolument activer dans le livre. Parce que quand on parle de sororité, quand on parle d'horizontalité et quand on parle de faire un travail à part égale, ça veut dire aussi ça. Ça veut dire laisser aussi parler celles qui, en général, ne sont pas entendues. Donc voilà, donc ça, c'était ce que je voulais ajouter. Maintenant, sur les concepts, j'imagine que vous savez que le premier outil conceptuel qui a été forgé, c'est l'outil de fémicide. L'outil est né en fait dans un contexte très particulier qui est celui des Women's Lib des années 70. Nous sommes là en fait à Bruxelles dans une manifestation qui est organisée par des chercheuses féministes et qui prend la forme d'un tribunal international, tribunal populaire féminin, tribunal international contre les crimes dirigés contre les femmes. Donc des femmes qui viennent de 40 pays, qui sont européennes, occidentales, mais qui viennent aussi d'Afrique, d'Asie, alors moins peut-être, mais enfin il y a quand même une diversité d'origines déjà très intéressante. Et lors de ce tribunal, dans une conversation très nourrie, émerge au travers d'une personnalité scientifique qui est celle de Diana Russell. Donc Diana Russell, c'est une chercheuse qui est née en Afrique du Sud, qui est issue du monde Afrikaners, et qui est partie ensuite vivre aux États-Unis. Elle a passé quasiment toute sa vie en fait aux États-Unis. Mais donc c'est à Bruxelles que, après avoir entendu ce mot fémicide dans une conversation qu'elle a avec une autrice, une écrivaine états-unienne, elle décide en fait d'utiliser ce concept et d'en forger une définition en disant, en gros, on parle d'un crime très ancien qui a toujours été propulsé dans la catégorie d'homicide. Et tant qu'on laisse
ces meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes dans la catégorie d'homicide, en fait, le crime n'existe pas parce qu'il n'est pas nommé. Donc, il faut nommer le crime pour lui donner une existence réelle. Et donc, c'est dans ce contexte qu'elle va forger le concept de fémicide, qui est pour elle au départ donc le fait pour un homme de tuer une femme parce qu'elle est une femme, et cet homme, elle le définit en général comme un partenaire intime. Évidemment, elle n'emploie pas la terminologie de violence conjugale, encore moins de violence domestique, parce que utiliser la terminologie de violence domestique ou de violence conjugale, c'est euphémisant. Parce que qui agresse qui dans la violence conjugale? Ça accrédite un truc extrêmement grave et répétitif, qui est un truc de banalisation de la violence contre les femmes, qui est qu'il y aurait une symétrie de la violence. Or, il n'y a aucune symétrie de la violence, parce que les chiffres, toutes les études en France et ailleurs montrent que à 85%, 90%, les agresseurs sont des hommes. Donc, il n'y a aucune symétrie. Donc, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, en particulier les mots euphémisants. Je ne parle même pas, en fait, des catégories misogynes avec lesquelles on a dû travailler pendant des siècles, comme, par exemple, le crime passionnel ou le crime d'honneur. Évidemment, il est tout à fait évident qu'il n'y a aucune passion, aucun amour et aucun honneur à tuer une femme parce qu'elle est une femme. En gros, pourquoi est-ce qu'on la tue? C'est parce qu'elle déroge, parce que c'est une femme qui déroge, qui résiste. Voilà. Donc je vois pas en quoi l'amour pourrait justifier ça. Je vois pas en quoi la passion pourrait justifier ça, et je vois pas quel honneur il y aurait à se comporter de cette manière-là. Donc évidemment, cette terminologie, il faut l'abandonner définitivement. Dans la recherche, en tout cas dans la recherche féministe, ça fait longtemps que c'est fait, heureusement pour nous, mais même d'un point de vue, et là le travail auprès par exemple des journalistes est absolument essentiel. Moi, ça fait 6 mois en fait que je reprends constamment des journalistes en leur disant non, ça vous pouvez pas le dire. Vous pouvez pas raconter le truc comme ça, c'est pas possible. Vous vous rendez compte en fait que vous accréditez la thèse de la symétrie de la violence, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très très important de faire attention à ce qu'on dit, parce que le meurtre physique, c'est qu'une manière de tuer une femme, mais les mots tuent aussi. Et beaucoup de familles de victimes disent être sidérées de la manière dont on relate le meurtre de leur fille, de leur sœur, de leur mère, etc. Et les mots sont très durs, hein. On parle de lynchage médiatique, et il y a cette idée finalement que on les tue une seconde fois en ne relatant pas les choses comme elles doivent l'être. Et lorsqu'on relate le meurtre d'une femme dans la presse, nationale comme locale d'ailleurs, parfois il faut attendre la fin de l'article pour connaître l'identité de la femme, savoir comment elle est tuée, et on a droit pendant X temps à une description extrêmement imagée de ce malheureux homme, voilà, qui a pété un câble, voilà, qui est très 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 malheureux, qui a beaucoup souffert, voilà. Sauf qu'en réalité, quand il se tue, quand il se suicide après avoir commis le meurtre, et qu'il laisse une lettre de suicide, c'est toujours une lettre accusatrice. En gros, ils disent, si j'ai dû arriver à ça, c'est de ta faute, c'est toi qui m'as conduit à ça. Premièrement. Et puis quand ils ne se tuent pas et qu'ils se retrouvent dans des cours d'assises, eh ben, ils tiennent exactement le même discours. Donc voilà, il faut quand même faire attention à la manière dont on relate voilà, ces choses-là, parce que il y a le meurtre et il y a le surmeurtre. Et dans le surmeurtre, il y a aussi le surmeurtre symbolique, qui participe de la banalisation de la violence. Donc ça, c'est le concept de fémicide. Et puis, on travaille avec ça pendant, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Tout le monde s'empare de cet outil parce que tout le monde le trouve finalement très utile. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. On aurait pu se retrouver simplement avec cet outil qui est en soi un très bon outil. Sauf que l'histoire nous percute de manière extrêmement frontale. Donc là, on n'est plus sur le continent européen à Bruxelles, mais on est sur la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique, au début des années 90, ou dans une zone qui est une des zones les plus horribles du monde, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, parce que c'est simultanément
une zone qui incarne le capitalisme le plus extrême et le plus abominable, et le racisme systémique dirigé contre toute une série de populations, en particulier les femmes des communautés autochtones. Et donc sur cette zone frontalière où se trouvent toutes ces usines de sous-traitance, ces usines qui permettent de faire les petites pièces de toutes les petites choses que nous achetons comme ça, etc. Je ne me dédouane pas, hein, parce que moi aussi j'en ai un, évidemment, sont globalement des usines où travaille une main-d'œuvre féminine, parce que dans toute l'histoire industrielle, petite pièce égale petite main, et donc égale femme. Donc c'est une main-d'œuvre très féminisée. Et à partir du début des années 90, en fait, de manière assez isolée dans un premier temps, on constate des disparitions de femmes. D'abord, elles disparaissent. Et alors, comme c'est isolé et comme ça se passe dans plusieurs endroits différents sur la frontière et dans une même ville, dans différents endroits, au départ, on a du mal à connecter les choses entre elles. Quand je dis on, c'est surtout les familles, bien sûr. Et puis de se rendre compte qu'il s'agit d'un phénomène de masse. Donc ça prend un certain nombre de mois, d'années pour qu'on se rende compte en fait qu'il ne s'agit pas du tout de crimes isolés, mais qu'il s'agit d'une nécropolitique à l'œuvre à l'échelle de l'ensemble de la zone. Et donc les familles prennent conscience qu'elles ne sont pas isolées, mais qu'il y a beaucoup de familles concernées, et elles se regroupent et elles commencent à demander des comptes. À qui demandent-elles des comptes? Évidemment, elles demandent des comptes à l'État mexicain. Et aux relais de l'État, qui sont essentiellement, en ce qui les concerne, la police, puisque la première chose qu'on fait quand il y a une disparition inquiétante, c'est qu'on va voir la police pour dire il y a une disparition inquiétante. Bon, évidemment, autant dire que personne ne prend en compte, évidemment, cela, et que de guerre lasse, les familles commencent à chercher elles-mêmes, et en cherchant, elles trouvent des cadavres dans des zones très différentes, donc dans des zones en dehors des villes, des zones semi-désertiques, dans les décharges, parce qu'on se débarrasse des cadavres de femmes comme des déchets, parce que c'est ça la réalité, les femmes sont des déchets. Et puis, on commence à creuser le sol et on exhume des charniers, dans lesquels, voilà, qui sont des fosses communes dans lesquelles se trouvent de nombreuses femmes. Et en fait, quand au Mexique, on prend conscience de ce qui est en train de se passer, ça choque, la société est tellement choquée, la sidération est tellement invraisemblable que d'abord il y a un temps de réaction, et puis quand on réagit, on dit il se passe là quelque chose d'exceptionnel, il faut donc forger un nouvel outil pour rendre intelligible ce non-sens. Un peu, vous voyez, comme quand on sort de la Seconde Guerre mondiale avec l'extermination des Juifs d'Europe, on se dit on n'a pas d'outils qui nous permettent de rendre intelligible ce qui s'est passé. Donc il faut créer quelque chose d'autre. Et c'est dans ce contexte qu'une grande anthropologue et femme politique mexicaine, Marcela Lagarde de los Ríos, va forger un nouveau concept qui part évidemment de l'héritage du fémicide, bien sûr, qui est le concept de féminicide. Et c'est quand même très important de le comprendre et de le savoir, parce que nous utilisons en fait un mot qui dit tout à fait autre chose que ce que nous voulons dire. Bon, ça, c'est aussi parce qu'en général, on casse les généalogies politiques et académiques, surtout quand elles ne viennent pas de chez nous. Alors bon, c'est quand même, là aussi, c'est quand même un gros problème. Donc, qu'est-ce que c'est pour Marcela Lagarde de los Ríos, le féminicide? À Ciudad Juárez notamment, puisque Ciudad Juárez est rentrée dans l'histoire sous le titre sinistre de ville où on tue les femmes. Mais, je le répète, ça concerne toute la zone frontalière, en fait. Ça ne concerne pas seulement Ciudad Juárez. Donc, pour Marcela Lagarde de los Ríos, il s'agit d'un crime collectif, d'un crime d'État. C'est pourquoi elle emploie la terminologie de nécropolitique, de politique de mort. Et c'est un crime à tendance génocidaire, ce qui est extrêmement provocateur à ce moment précis de l'histoire de définir cela comme ça. Et donc elle s'en explique. Elle dit pourquoi est-ce que j'estime que c'est un crime à tendance génocidaire? C'est parce qu'il s'agit d'une attaque identitaire massive. Il ne s'agit pas seulement de tuer des corps physiques, parce que si on veut tuer un corps physique, eh bien, on prend un couteau et on égorge quelqu'un ou on lui plante un coup de couteau dans le cœur et c'est fini.
terminato. On a tué la personne. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de tuer un corps physique, mais surtout de tuer une identité associée à ce corps. Et c'est pourquoi elle qualifie ce qui se passe à Ciudad Juárez de meurtre et de surmeurtre. Et le surmeurtre est absolument essentiel pour la définition du féminicide, puisqu'il ne s'agit pas seulement de tuer le corps, mais de tuer tout ce que le corps incarne, tout ce que la personne incarne. Et ça explique pourquoi systématiquement, dans les cas de féminicide, on a des violences sexuelles, des violences et des crimes sexuels post ou pré-mortem. Je précise que ça peut se passer pré-mortem. On a des mutilations sexuelles post ou pré-mortem, qu'on a des démembrements post ou pré-mortem, et qu'on a des profanations de cadavres, de corps et de cadavres quasiment systématiques. Donc des corps qui sont partiellement brûlés à l'acide, etc., etc. Et ça, c'est pas la même chose. Et ça nécessite une explication. Parce que le meurtre ne nécessite pas, en fait, cela. Donc, et comme c'est une récurrence, c'est-à-dire que ça n'arrive pas une fois par hasard, c'est une récurrence, elle dit ça fait système. Et si ça fait système, ça veut dire que c'est une attaque identitaire massive dirigée contre les femmes en tant que femmes, qui sont vouées, dit-elle, une partie de la population féminine mexicaine est vouée à la destruction. Elle emploie le terme, l'expression vouée à la destruction. Parce que ça envoie un message, et elle ajoute, et elle n'est pas la seule, Rosalinda Fregoso le fait aussi, Rita Laura Segato le fait aussi, elle parle de corps-territoire, et elle dit qu'au Mexique, en fait, les groupes masculinistes, qui sont malheureusement pour les femmes mexicaines extrêmement nombreux, les cartels de la drogue, les forces de police, les forces étatiques, etc., en fait, s'envoient des messages, balisent leur territoire et s'envoient des messages au travers des corps-territoires des femmes. Et donc, ce n'est pas un féminicide intime. On n'est plus du tout, dans la même logique. Alors, on ne s'explique pas vraiment bien pourquoi, encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas vraiment travaillé là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est finalement le concept de féminicide? Parce que le concept de féminicide, il n'est pas arrivé vraiment en Europe, en fait. Ou en tout cas, il est arrivé dans une partie de l'Europe, qui est l'Europe du Nord, qui est l'Europe la plus féministe. Donc en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, on utilise finalement assez tôt le concept de fémicide. Et d'ailleurs, on s'est arrêté à ce concept parce que le 8 mars dernier, j'ai co-organisé avec Liv-Hélène Wilminsen, qui est une des plus grandes spécialistes des chasses aux sorcières en Europe, une rencontre au mémorial de Stenelset, dont je vais peut-être vous parler parce que c'est un lieu très très important. Donc le mémorial de Stenelset, c'est le premier lieu au monde qui a reconnu, quand je dis reconnu, c'est-à-dire que l'État norvégien a reconnu que les chasses aux sorcières en Norvège étaient un crime de masse à tendance génocidaire. Et ont créé le premier mémorial pour rendre hommage aux victimes. Donc ce mémorial se trouve au milieu de l'Arctique, sur une petite île qui s'appelle Vardø, dans un lieu particulier qui est Stenelset, qui a été le lieu en fait où les femmes qui ont été brûlées vives pour accusation de sorcellerie, voilà, ont été exécutées. Et c'est là que se trouve le mémorial, dans un endroit. Bref, c'est une expérience. Bref, c'est une expérience juste incroyable. Mais bon, de se retrouver dans cet endroit-là. Et donc, c'est le début de quelque chose, en fait, puisque c'est le premier État à avoir reconnu que les chasses aux sorcières participent des expériences génocidaires. Mais ça ne sera pas le dernier, parce que on observe qu'une chose est quasiment en train de se faire maintenant, au moment où je vous parle, aussi en Espagne. Enfin, il y a plusieurs pays comme ça qui sont en train d'acter que probablement l'histoire des génocides doit être repensée.
à l'aune de ce qui s'est passé au XVIIe siècle en Europe. Alors, on est au début d'un process, mais je pense que ça va avancer assez vite. Et j'en suis même certaine, puisque le 9 mars prochain, je ne serai pas à Stenelset, mais je serai au Mémorial de la Shoah à Paris pour évoquer en fait les liens précisément entre féminicide et génocide. Donc je pense que ça va avancer assez vite en fait sur ces questions-là. Donc voilà, ce concept de féminicide, il arrive finalement à nous dans les années 2000, et même 2000 bien tassé. Mais le problème, c'est qu'il est complètement coupé de cette histoire, de cette généalogie. Et donc, en fait, on va employer le terme féminicide pour qualifier en fait ce qui relève du fémicide. Bon, de fait, dans une société, pourquoi est-ce qu'un mot s'enracine et pas un autre? Peu importe d'une certaine manière, enfin non pas peu importe, je pense que c'est vraiment important de raconter l'histoire de ce terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'utiliser, parce que voilà, c'est celui qui s'est implanté en France aujourd'hui. Et de toute manière, comme nous sommes dans une pandémie mondiale de fémicide, un fémicide c'est isolé, 150 fémicides c'est un féminicide. Donc au final, bon, c'est pas non plus complètement fou. Mais comme je le disais, que ce soit l'un ou l'autre, le problème, c'est que c'est des outils qui nous permettent d'éclairer d'abord, d'articuler ensuite les conséquences, en fait, des crimes commis. Mais ça ne nous permet pas de travailler vraiment sur ce qui produit les meurtriers, sur les causes. Et donc, c'est pourquoi, en ayant bien réfléchi longtemps, en ayant discuté avec les grandes spécialistes de cette question, puisqu'elles sont toutes dans le livre, hein, Rosalinda Fregoso, Silvia Federici, Rita Laura Segato, Angela Davis, enfin, elles y sont toutes. Donc voilà, on est dans une conversation collective là-dessus, où je me sens d'ailleurs bien misérable, à vrai dire, parce que vous avez vu un peu le pédigré des nanas, quoi. Donc moi, à côté, je suis à des années-lumière, mais enfin bref, il se trouve que c'est moi qui génère le truc, donc je suis dedans, forcément. Et donc on se dit, bah, il faut autre chose, quoi. Et cette autre chose, ça va être le continuum féminicidaire. Qu'est-ce que c'est le continuum féminicidaire? C'est une chose très simple. C'est un outil qui permet de saisir toutes les violences qui sont faites aux femmes, toutes les agressions, micro-agressions, macro-agressions que les femmes rencontrent, de la naissance à la mort. Voilà. Et de les penser non pas de manière hiérarchique, donc ne pas réinjecter ces obsessions dans les trajectoires et les biographies des autres. Parce que finalement, peut-être que un truc qui me paraît banal à moi, que j'ai supporté depuis 30 ans, enfin je ne supporte pas grand-chose à vrai dire, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, que quelqu'un aurait pu supporter depuis 30 ans, pour une autre, ça va être quelque chose de très important. Et souvent, pour expliciter ça, c'est un mot très difficile à dire, même quand on est français ou française, expliciter. Donc, pour expliciter ça, j'ai recours à Virginie Despentes, que je lis depuis toujours, c'est-à-dire depuis qu'elle a commencé à écrire. Il se trouve qu'on est de la même génération, donc c'est ça qui est cool. Je peux dire que j'ai lu Despentes dès le début, puisque on a à peu près le même âge. Bref, je ferme cette parenthèse. Et voilà, quand Despentes, elle parle de son viol, elle en parle comme un acte de refondation, presque. Et elle dit que ça lui a donné de la force, du courage. Et elle a bien le droit de le dire. Parce que, après tout, c'est sa manière de raconter son histoire, de vivre son histoire, et on n'a pas à discuter de ça. Mais il y a des femmes qui sortent totalement anéanties. Il y a des femmes qui sont tuées par un viol. Et elles aussi, elles ont droit d'exprimer cela. Donc le continuum féminicidaire n'a pas vocation à hiérarchiser. C'est vraiment un outil de l'horizontalité et ça pense les violences en flux, en dynamique et en interconnexion. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, pour avoir parlé à beaucoup de femmes victimes de violences,
souvent, en fait, les épisodes de violence sont déconnectés. C'est-à-dire que on va subir, voilà, on va subir une agression dans la rue euh, et on va circonscrire ce truc-là. Et puis ensuite, dans un autre contexte, on va subir une autre agression et on va la circonscrire à nouveau. Et on ne fait pas le lien entre. Parce qu'on ne pense pas, en fait, que tout ça est relié par un système d'écrasement. On ne pense pas que c'est systémique. Et que, en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça finit par des meurtres. Et donc, le continuum féminicidaire, en fait, il permet d'éclairer ça. Et que chacun, finalement, s'empare de l'outil pour réécrire, repenser sa propre biographie et faire peut-être des connexions qui sont assez utiles. Mais ça permet aussi, en fait, de se rendre compte que ce système d'écrasement des femmes, il est même parfois antérieur à la naissance. Parce que toute la 7e partie repose donc sur des féticides et des infanticides de masse, dont je tiens à préciser immédiatement qu'ils ne sont pas circonscrits à quelques centaines de femmes. Nous parlons ici, depuis les années 60, de 200 millions de filles qui ne sont pas nées. 200 millions. 200 millions. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une seule catégorie humaine puisse accepter de voir 200 millions de personnes qui ne sont pas nées? Pourquoi? Parce qu'elles sont potentiellement des femmes, ou qui sont tuées immédiatement à la naissance. Pourquoi? Parce qu'elles sont des femmes. Donc, c'est vertigineux, en fait. C'est vertigineux d'imaginer ça. D'imaginer que dans des sociétés organisées, on puisse étatiser, parce que là, on parle d'étatisation des nécropolitiques de masse comme ça. Et donc, le continuum féminicidaire, il permet d'éclairer ça. Il permet d'éclairer qu'au moment où on parle, des filles ne naissent pas parce qu'elles sont des filles. Ce qui crée d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un déséquilibre démographique global, parce que, évidemment, nous parlons ici des pays les plus peuplés de la planète, en conséquence de quoi, au moment où nous parlons, il y a en Inde, par exemple, 836 filles qui naissent pour 1000 garçons. À l'horizon de 2030, on sera probablement à 800 filles pour 1000 garçons. Ça veut dire que pour 1000 garçons, il y aura 200 filles qui manquent. Dans un pays où on parle de milliards, pays qui ont voilà, dont la population globale se compte en milliards, on imagine ce que ça va faire d'un point de vue démographique. Et ce que ça fait déjà, parce que la rareté des femmes ne les protège nullement et ne leur donne aucun pouvoir. Ça se traduit comment? Ça se traduit par un accroissement des mariages forcés et des mariages précoces. Ça se traduit par un accroissement de la polyandrie forcée. C'est-à-dire que dans certaines parties de l'Inde, on achète une femme qui sert à tous les hommes de la maison. C'est ça que ça veut dire. Évidemment, ça accroît l'esclavage sexuel et la prostitution forcée. Et ça met en tension terriblement le marché matrimonial, en fragilisant encore les populations qui sont déjà les plus fragiles en Asie, comme par exemple, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les femmes rohingyas, ou les femmes népalaises, ou les femmes tibétaines, qui sont l'objet de trafics extrêmement organisés, parce qu'elles coûtent moins cher. Parce que, en fait, l'article qui clôt le livre avec les femmes Rohingyas, on vous dit, bah ouais, mais c'est moins cher d'acheter une Rohingya que d'acheter une femme du Cachemire ou une femme du Pakistan ou du Bangladesh. Elle nous coûte moins cher et on peut la traiter moins bien. Voilà, donc le continuum féminicidaire, il permet d'éclairer cela. Et donc là, encore une fois, on est dans des échelles qui ne sont pas les nôtres. Hein. Et je dis ça en ayant bien conscience que c'est atroce de dire ça. Parce que alors on n'est pas d'accord sur les comptages, donc. Mais en gros, les
les 100 à 150 femmes qui meurent, telles qu'on les compte aujourd'hui tous les ans en France, évidemment, on doit les chérir et les honorer. Et c'est pas parce qu'il y a 200 millions de filles qui sont pas nées depuis les années 60 en Inde que nos mortes sont moins précieuses, évidemment. Mais je veux dire que là, vous voyez, on est dans des échelles quand même, on est dans des échelles qui sont quand même pas exactement les mêmes. Et je parle pas bien sûr des 200 millions de femmes qui sont victimes de mutilations sexuelles dans le monde, etc. Donc en fait, on est dans des échelles statistiques qui sont juste effrayantes. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis 4 ans en enfer, c'est vraiment 4 ans en enfer, parce qu'en réalité, c'est en collectant toutes ces données et en les mettant ensemble qu'on se rend compte de l'ampleur du désastre. Et de qu'est-ce que ça veut dire en fait, n'être femme dans le monde que nous avons construit et dans lequel évidemment nous devons cohabiter et vivre ensemble. Merci beaucoup. Alors, bien sûr, Kévanie, c'est bon, on aurait encore 1000 questions, mais je pense que le temps est venu d'ouvrir la discussion à la salle. Alors, peut-être quelques questions si vous voulez parler suffisamment fort, parce que je crois qu'on n'a pas de micro. Et puis, si éventuellement, vous pouvez reformuler la question pour qu'on puisse en garder trace, parce que je pense que dans l'enregistrement. Très bien, allons-y. Allez-y, c'est à vous. Alors, il faut que je reformule la question? Oui, enfin, je peux la répéter. Qu'est-ce que ça fait à la chercheuse et à l'historienne d'avoir passé ces années en enfer? Alors moi, je dois vous dire que depuis le début de ma carrière scientifique, je fais que ça. Parce que, honnêtement, j'ai commencé avec la prostitution coloniale. Vous voyez, donc pas non plus le truc le plus sympa du monde. J'ai enchaîné avec Sexe, Race et Colonie. Voilà, donc, et puis mon prochain projet, celui sur lequel je vais travailler par la suite, c'est un essai historique sur la naissance du capitalisme sexuel et de l'industrie du sexe. Donc comment est-ce que le capitalisme s'est emparé en fait de la prostitution et de la pornographie, et on a fait voilà ce que la pornographie et la prostitution sont aujourd'hui. Donc de manière générale, les sujets que je traite sont des sujets extrêmement légers et sympathiques. Mais en fait, moi, vous avez compris que ce qui me porte, en fait, c'est que profondément et définitivement, je suis persuadée en fait que les sciences humaines ont vocation à transformer la société. Et c'est pour ça que je disais, je ne fais pas un livre misérabiliste et victimaire, parce que en fait, moi, je suis en résistance. Et donc, et les femmes qui sont avec moi, et les hommes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes en fait dans les livres, on est entré en résistance parce qu'on a un projet politique qui est en même temps un projet scientifique, parce que les deux choses sont liées. Et notre projet politique, c'est la sortie du patriarcat et le fait qu'on doit tourner le dos à la masculinité hégémonique, et on doit le faire ensemble, et on doit le faire urgentissimement. Parce qu'en réalité, la masculinité hégémonique, elle nous conduit au moment précis où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons dévasté l'ensemble de la vie, en réalité. Et c'est les valeurs de la masculinité hégémonique qui portent ça, parce que c'est des valeurs de violence, d'agression, de ravage, de colonisation, d'impérialisme, d'esclavagisme, et bien sûr de misogynie et de haine des femmes, parce que ça va avec. Et même ça ne va pas avec, c'est la matrice première, parce que, comme je le dis très bien et là je parle pour le coup en spécialiste, puisque c'est ma spécialité, la colonisation, il est absolument évident, et on est quasiment toutes d'accord là-dessus, que la première colonie de l'humanité, ce sont les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, la colonisation a été pensée à partir des corps territoires féminins à une époque très ancienne, en fait, qui est à la frontière entre le paléolithique et le néolithique. Donc après, il s'agit d'un combat qui est un combat pour changer la société, mais aussi pour changer les institutions du savoir. Parce que la production du savoir, elle est extrêmement problématique. Il faut imaginer que nos institutions académiques, nos disciplines, nos concepts, nos langages, nos langues sont le produit de la masculinité hégémonique. Et donc, il faut tout revoir. Et c'est un projet extrêmement passionnant et absolument, je sais pas, c'est porteur. Donc en fait, on traverse l'enfer, mais en imaginant que le paradis est au bout. Je ne sais pas si c'est une métaphore très... bon.
Une autre question? Parce que la question a été posée par une jeune doctorante, principalement mon perspective. Bah oui, je Sur- crois sur que... les choses qui ont juste sur les choses qui ont d'ores et déjà changé, même si beaucoup reste à faire. Alors, bah, le simple fait qu'on ait cette discussion déjà dans une structure universitaire me semble être un changement, parce que franchement, moi, quand j'avais 20 ans, ce n'était pas des discussions qu'on avait à l'université, hein, en tout cas à l'université française. Peut-être que dans d'autres structures universitaires, par exemple aux États-Unis, mais sachant qu'aux États-Unis, le rapport aux universités est complètement différent, parce que en fait, les universités sont des universités puissamment capitalistes. Donc, on pense souvent en fait que c'est par progressisme qu'il y a plus de femmes et de genre et de minorités dans les universités états-uniennes, mais pas du tout. En fait, c'est juste parce qu'il y a des clientèles et que les clients ils payent très cher et qu'ils exigent d'avoir des cours qui correspondent évidemment aux choses. Je le sais très bien parce que je n'enseigne que dans le système états-unien. Donc, je sais très bien comment le système états-unien fonctionne pour le coup. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui avancent dans le bon sens. Par exemple, l'inscription dans la loi de nombreux pays du crime de féminicide. Donc déjà, 18 pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ont intégré le féminicide dans leurs droits et l'appliquent évidemment dans les procès criminels. En Europe, bon, on est à la traîne, mais il y a quand même des frémissements. Je pense notamment à ce qui est en train de se passer en Belgique sous l'impulsion de Sarah Schitz, qui est la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations, qui est en train de faire passer une loi Stop Féminicide en Belgique, avec une définition extensive du féminicide, qui est directement le produit de ça, parce qu'elle me l'a dit. C'est en lisant ça, en fait, qu'elle a repensé la définition du féminicide qu'elle donne dans la loi. Donc, une définition maximale, puisqu'elle elle utilise bien sûr le féminicide intime, donc par partenaire intime, mais aussi par homme de la famille. Toutes les femmes qui meurent après un avortement forcé, une mutilation sexuelle forcée, évidemment, les meurtres transphobes, les meurtres putophobes, les meurtres lesbophobes. Voilà, donc une définition extrêmement extensive. C'est probablement le premier pays en Europe à faire ça. Et c'est le produit direct de cette conversation, justement, entre d'un côté les chercheuses, de l'autre les militantes, les femmes politiques, et puis la pression sociétale, parce que c'est un rapport de force permanent. Évidemment, parce que comme je le dis très souvent, les droits des femmes sont les droits des combats des femmes. Donc il faut que le rapport de force soit constamment au plus haut niveau. Donc il faut mettre une pression dingue et on a donc besoin que tout le monde s'y mette, évidemment. Mais je pense que c'est le sens de l'histoire. En fait, on est confronté à deux crises majeures. L'humanité aujourd'hui est confrontée à deux crises majeures qui sont connectées, qui sont le produit de la masculinité hégémonique et des systèmes patriarcaux, qui sont d'un côté la pandémie féminicidaire et de l'autre l'écocide généralisé. Et en fait, les deux choses sont puissamment connectées. Et on ne peut pas résoudre l'un sans l'autre, en réalité. Et pour résoudre l'écocide, il faut changer de paradigme. Et ça comprend aussi de changer les relations entre les êtres humains, et donc notamment entre, évidemment, les femmes et les hommes, mais aussi entre les hommes eux-mêmes et entre les femmes, évidemment. Parce que l'une des premières choses qu'ont fait les systèmes patriarcaux quand ils sont passés, quand ils ont muté en fait de systèmes patriarcaux de basse intensité à systèmes patriarcaux de haute intensité, c'est de détruire les sororités. C'est-à-dire de dresser les femmes les unes contre les autres, de casser les sororités et de mettre en place des dispositifs idéologiques de domestication et de dressage qui faisaient que les femmes ne pouvaient pas exister par elles-mêmes, mais devaient forcément être des extensions des hommes, de leur famille. Donc voilà, et ça conduit, y compris à des dispositifs légaux comme le Code civil en France, qui fait que vous passez de la tutelle de votre père à la tutelle de votre mari, et de la tutelle de votre mari à la tutelle de votre fils aîné, par exemple. Et que à chaque fois, pour exister,
bah, vous devez exister à travers eux, parce que vous n'existez pas en tant qu'individu pensant et agissant seul. Et ce dressage, en fait, parce qu'il s'agit bien d'un dressage qu'on voit s'opérer, en fait, au moins depuis le XVIIe siècle, donc depuis les grandes chasses aux sorcières, eh ben, il a produit, en fait, des effets structurels extrêmement puissants dans la socialisation des hommes, dans la socialisation des femmes et dans les interactions entre les deux. Et donc, il faut tout revoir. Ça va pas du tout. C'est catastrophe. Catastrophe. Une autre question? Oui? Vous avez bien raison, c'est un très bon livre. Alors moi, je dois vous dire que sur les 1 milliard, je dis souvent que comme ça fait des millénaires que les femmes travaillent gratuitement, je veux dire, 1 milliard, c'est peanuts. Franchement, ils pourraient nous en donner bien 10 fois plus. Et ça rétablirait même pas la balance. Donc, alors, j'ai fait un alors, le problème, c'est que le livre est un livre intersectionnel, vous l'avez compris. C'est un livre c'est pas un problème pour moi, mais je veux dire, ça peut, vis-à-vis d'un certain nombre de femmes et d'hommes politiques en France, notamment, poser un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes politiques. Parce que c'est en même temps un livre puissamment anticapitaliste et un livre puissamment décolonial. Parce que c'est un livre puissamment intersectionnel. Et donc Isabelle Rome, parlons d'Isabelle Rome, puisque c'est elle qui est au pilotage d'un certain nombre de dispositifs en France aujourd'hui. Je pense que c'est quelqu'un qui est très, très convaincue et très compétente, en fait, mais qui a des blocages plus hauts qui sont importants. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir de ce qui est en train de se passer en Belgique, parce que je pense que ça peut servir de catalyseur, en fait, pour la France, d'une manière assez évidente. Donc je crois qu'elle a beaucoup aimé le livre, elle en comprend la nécessité. Et puis par ailleurs, honnêtement, je ne suis pas sûre d'être la meilleure personne, parce que pour le coup, je crois que c'est vraiment les associations de terrain qui doivent négocier, parce que moi, je suis un peu hors sol. Vous voyez, mon truc, c'est une histoire mondiale. Je suis au Mexique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Inde, etc. Et moi, je ne suis pas une praticienne, en fait, de cette question en France. Donc, ça me semblerait assez malvenu, en fait, que je me mette à prendre la place d'expertes qui sont bien plus compétentes que moi pour négocier avec les pouvoirs publics, parce que c'est elles qui sont au front, quoi, et qui savent quels sont les besoins, quels sont les blocages, etc. Donc je crois que c'est aussi, ça participe aussi de la perspective de ce travail commun, c'est-à-dire que chacun prend sa part. Et de ce point de vue-là, dans les négociations avec le personnel politique français, je crois que je ne suis pas la bonne personne. Par contre, là où je suis la bonne personne, c'est le chantier que je compte activer dans les années à venir, c'est d'arriver à ce qu'en France, on reconnaisse le féminicide historique et historiographique. Et là, je suis complètement compétente. C'est-à-dire que quand même, il y a plusieurs manières d'assassiner les femmes, comme je le disais, et l'une des manières qui est pour moi en tant qu'historienne la plus hallucinante, c'est la manière dont on nous a néantisés dans notre propre histoire et dans l'histoire globale de l'humanité. Et donc l'objectif revendiqué de mon action, et je pense que je vais le faire avec un certain nombre de grandes historiennes françaises comme Michel Perrault, comme Eliane Viennot et comme d'autres, c'est d'arriver d'ici à 5 ou 10 ans, peut-être que Michel Perrault ne verra pas ça, parce que Michel Perrault, on a beau imaginer qu'elle est toujours jeune, elle a quand même juste 94 ans, donc dans 10 ans, ça fera qu'elle aura 104 ans. Enfin bon, on peut impulser le processus quand même avec elle. Et l'idée, c'est que dans 10 ans, voilà, quand on sera dans une école française et qu'on ouvrira un manuel, et ben, qu'on fasse une histoire à part égale, quoi. Et parce que ça, c'est faisable assez facilement, dans le sens où ça fait quand même maintenant 50 ans
que des historiennes féministes, des anthropologues, des sociologues, et des politologues, des archéologues, etc., font un travail formidable. Donc la matière, on l'a. Donc on peut réécrire l'histoire assez facilement, en fait. Et puisqu'on y est, on en profitera aussi pour mettre plus de diversité, parce que là aussi, il y a un gros chantier, quoi. Donc voilà, donc on peut faire ça, par exemple, ça, je me sens complètement légitime pour le faire, voilà, d'engager ça. Et chacun doit prendre sa part. Et donc les militantes de terrain qui font un travail formidable, qui sont souvent mal aimées, mal respectées, mal connues, alors que vraiment, on le voit bien hein, dans les affaires de féminicide, qui est là quand une femme, elle est terrorisée et qu'elle doit quitter sa maison, parce que c'est ça qui se passe, qui est là? Ben, c'est les associations de terrain, c'est les militantes de terrain. Donc c'est absolument normal que ce soit ces militantes de terrain, dont l'expertise est essentielle, qui négocient avec les pouvoirs publics, notamment les militantes de nous toutes, évidemment. Peut-être le temps pour une dernière question? Ouais. Allez, une dernière question. Je profite pour vous signaler quelque chose. Dans cette histoire, il doit y avoir aussi une histoire de l'autodéfense des femmes. Et c'est un projet, en fait, que je voudrais vous signaler parce qu'il y a deux historiennes italiennes excellentes, modernistes, historiennes du droit et de la violence des femmes pendant l'époque contemporaine, qui s'appellent Laura Schettini et Simona Fecci, qui sont en train de monter un projet précisément sur l'autodéfense individuelle et collective, avec un appel très interdisciplinaire qui parle d'Elsa Dorlin, etc. Donc, Dorlin. Et donc, voilà, il faut aussi, ben, j'espère que vous l'avez compris, parler de ces femmes. Et là, c'est bienvenu hein, que vous en parliez, non pas comme des victimes, mais comme aussi des actrices, avec aussi des formes. Elles ne sont pas passives, hein, ces femmes. Elles subissent évidemment les féminicides, mais elles sont aussi réactive. Et ça, c'est notre aussi objectif, d'arriver à étudier des choses qui n'ont jamais été étudiées, cette réactivité, cette autodéfense dans les formes aussi très spontanées qu'elle peut avoir, mérite d'être étudiée d'un point de vue historique de manière approfondie pour voir s'il y a là aussi des marges sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire des résistances juridiques et institutionnalisées, mais aussi d'autres formes, peut-être aussi pour freiner, en fait. Si Alors ça, ça, pour pas le encore coup, changer de paradigme, au moins, enfin, oui. voilà, c'est donnons nous. Alors ça, pour le coup, je je peux en parler de manière très empirique, parce qu'il se trouve que à l'âge de 18 ans, quand je suis rentrée à l'université, j'ai créé avec des copines à moi le premier groupe féministe non mixte radical du début des années 90 qui s'appelle les Maries pas claires. L'une des premières, qui était un groupe très important, je le signale, et qui était une formidable histoire de sororité. Et une des premières choses qu'on a mis en place, c'est un groupe d'autodéfense. Et qui n'était pas un groupe violent, je le précise. Il ne s'agissait pas de taper sur la tronche des agresseurs, mais il s'agissait en fait d'être capable de nous protéger. Donc d'être dans une action de protection. Et en particulier, je me souviens que l'une des premières choses qu'on a fait, et je crois qu'on gênait tout le voisinage, on était dans la Maison des Femmes qui était encore à l'époque à Paris dans le 11e arrondissement. Et on a commencé nos cours d'autodéfense par des cours sur le cri. Donc en fait, on était genre 30 nanas complètement remontées et en fait, on hurlait, mais comme des dingues. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de bien de hurler, mais sauf qu'on hurlait évidemment dans un truc qui n'était pas du tout insonorisé. Donc je pense que tout le quartier en profitait de nous disant qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là. Bon, ils savaient que c'était la Maison des Femmes, heureusement. Mais voilà, on a commencé, en fait, l'une des premières actions du groupe, avant même de faire un journal, avant même de faire tout ça, ça a été de mettre en place un groupe d'autodéfense. Et donc, on avait des cours d'autodéfense qui étaient de pouvoir parer. Et de pouvoir parer d'abord, et puis parfois de pouvoir bing, assommer le truc tout de suite pour éviter de se faire violer ou je sais pas quoi d'autre. Donc
Voilà, et certaines d'entre nous ont mis en action assez vite, d'ailleurs, ce qui n'a pas été fort heureusement pour moi mon cas, mais voilà, ça a été un enjeu très important. D'ailleurs, ma Effectivement. fille fait de la boxe française. Moi, j'ai fait de la boxe française aussi, Voilà. mais par tradition Non, mais familiale. je vous signale juste une dernière initiative, du coup soutenue par les pôles dans cette veine, parce qu'il y aura en fait en juin, probablement, nous l'espérons, Gabriela Cabezón Camara, donc, qui est une écrivaine argentine qui est engagée dans Ni Una Menos, invitée par notre collègue Sarah Almatari, donc que nous allons également soutenir. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bah, de rien, c'était un grand plaisir. Merci. Bonne soirée.